Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Aujourd'hui, on va s'intéresser au modèle économique qu'il y a derrière les premiums. Le fonctionnement existe sur plusieurs plateformes crypto. On va regarder comment ça marche chez Binance, chez Nexo, chez Swissborg bien sûr, chez crypto.com. Et aussi, on va voir un petit peu en préambule comment ça marche un petit peu dans les banques traditionnelles et d'une manière générale aussi un petit peu sur les banques en ligne. On verra un petit peu comment il y a une stratégie derrière et pourquoi est-ce qu'elle est faite. Et je vous donnerai un petit peu mon analyse sur ces différents modèles en période de bear market et de bull run pour voir un petit peu quels sont ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu et surtout les risques qu'il y a derrière. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas, regardez ça avec nous. C'est parti. Juste avant de rentrer dans le détail, nous aurons une deuxième vidéo qui va comparer les différents premiums de Swissborg et je vous montrerai un lien vers une page Excel, plusieurs pages Excel pour pouvoir faire vos propres simulations pour savoir quel est le meilleur programme premium pour vous chez Swissborg. Donc n'hésitez pas à regarder cette deuxième vidéo qui sera diffusée très prochainement. Une grande question que j'ai envie de vous poser, et je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, c'est à quand remonte la dernière fois que votre banque, là où vous avez déposé, vos fonds, votre épargne, mais aussi là où vous faites régulièrement confiance pour déposer votre salaire, a daigné, vous faire un geste commercial? Quand est-ce que cela remonte? Réfléchissez-y et est-ce que ce cadeau, il a vraiment été fait pour vous récompenser de la fidélité? Parce que vous êtes peut-être chez eux depuis des années, c'est peut-être même la banque de vos parents. Il y a eu une grande démarche, de votre part de leur faire confiance et à quel moment est-ce que cela a été récompensé? Est-ce que ce geste commercial qui a été fait pour vous, ce n'est pas le fruit d'une négociation parce que, par exemple, vous avez accepté d'apporter des capitaux? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peut-être fait un prêt immobilier chez eux? Est-ce que c'est parce que vous avez rassemblé vos assurances, etc.? Est-ce que c'est le fruit d'une négociation, hein, pour finalement être encore un peu plus engagé avec eux? Ou est-ce que c'est parce que vous avez menacé de claquer la porte et dire, bah voilà, vous êtes bien gentils les amis, mais on me propose ceci chez Boursorama, chez Fortuneo, que sais-je. Et du coup, bah, pour vous retenir, on a accepté, l'établissement bancaire a accepté de vous faire un petit geste. Donc en fait, vous voyez, on peut avoir eu des gestes commerciaux, des petites réductions qui bon, bah, vont améliorer votre expérience au sein de la banque, mais est-ce que c'est quelque chose de spontané ou est-ce que c'est le fruit, eh ben, d'une menace ou d'une négociation, de votre part? Donc on va avoir ça en tête parce qu'effectivement je pense que nombreux d'entre vous allez vous dire: «Bah, en fait, mais moi j'ai jamais eu de geste» ou effectivement c'est quelque chose qui a été le fruit d'une action de ma part. Alors, aujourd'hui, les banques vont se retrouver un petit peu dans, finalement, ces 3 types d'accords, de cadeaux qu'il va y avoir. Il y a soit, tout d'abord, le fait, on va dire, bah, tu vas pouvoir avoir des avantages dans ta gestion, bancaire. Tu vas pas payer plein pot si tu prends ce petit package, ce petit avantage-là. Alors, c'est généralement un truc qui regroupe la carte bancaire, plus des autorisations de découvert un petit peu améliorées, puis, des petits systèmes de points, enfin tout un petit package comme ça qui bah, implique quand même une dépense de votre part qui généralement va être couverte par l'économie que vous allez faire à côté. Donc ça, c'est le premier élément. C'est un choix qui est à votre main parce qu'en fait, c'est pas automatique. Il faut que vous fassiez l'effort de dire j'accepte cet engagement-là. Et parfois, il y a un engagement qui est sur la durée. Hein. C'est pas forcément je prends ce produit-là pour une semaine, pour un mois, pour 3 mois. Non, généralement, on va s'engager. Ensuite, il y a l'usage réel que vous faites, c'est généralement la négociation. Ouais, «Hey, si tu m'amènes tant, tu auras ça». C'est effectivement votre usage, mais cet usage, il est lié à cette négociation et tu vas avoir des avantages particuliers. C'est par exemple la négociation sur le contrat d'assurance vie au niveau des frais d'entrée, hein. C'est, si tu mets plus d'actions dans mon contrat, tu vas avoir des réductions. Si tu fais ceci, tu vas avoir cela. Et puis, il y a aussi la dernière partie, le choix de l'entreprise. Là, c'est assez obscur. L'entreprise décide de t'affecter à tel ou tel portefeuille de clients pour pouvoir avoir des avantages un peu plus intéressants en termes de tarifs sur les prêts immobiliers, de tarifs sur les cartes bancaires et de tarifs encore sur d'autres choses. Mais là, malheureusement, c'est assez obscur. On ne vous détaille pas sur la brochure commerciale
Qu'est-ce que vous avez le droit et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir droit à ça? C'est le choix pur de l'entreprise de vous mettre ou pas. Et parfois, vous pouvez respecter tous ces critères-là, mais parce que vous avez été, entre guillemets, quelqu'un de sage et qui attendiez dans votre coin, eh bien, on ne vous a pas ajouté à la liste. Donc, vous passez à côté de l'opportunité. Donc, vous voyez, les banques sont ici dans différentes catégories. On verra que la crypto se positionne, elle, plutôt dans l'atteinte de certains critères et on rentrera un petit peu plus dans les détails dans un instant. Alors, le concept de premium, le concept d'avantage qui va être accordé à des utilisateurs, il répond à une logique et il faut toujours se mettre en tête de comprendre pourquoi l'entreprise, pourquoi la banque, pourquoi la plateforme va vous accorder des avantages. L'objectif est simple, c'est la fidélisation. Leur grande idée, c'est de dire si mes utilisateurs ont des avantages chez moi, ils vont être fidèles et je vais récompenser cette fidélité par des récompenses. Voilà. Alors, ça va être un cercle vertueux, c'est ce qu'ils ambitionnent, parce qu'effectivement, ces avantages-là vont m'encourager à utiliser davantage l'application, ce qui va conduire à capter finalement ces flux, capter ces capitaux, capter l'attention de l'utilisateur chez moi, et ce qui va générer des frais qui vont gonfler un petit peu mon business, et ainsi je vais avoir un cercle vertueux. Ça va être d'autant plus dynamique que l'utilisateur satisfait de la plateforme, du fait de ses avantages et de l'utilisation qu'il en fait, va pouvoir recommander à son tour cette application à ses amis, qui vont eux aussi rentrer dans ce programme et ainsi monter en gamme et profiter de plus en plus. Et puis à leur tour, s'ils recommandent, c'est le jackpot pour la société. Donc vous comprenez l'importance du modèle, c'est fidéliser pour optimiser, intensifier l'usage de l'application, générer des frais bien sûr, mais c'est du gagnant-gagnant puisqu'il y a des réductions à côté, et ensuite grandir avec une recommandation. Voilà le cercle vertueux qui est attendu et qui est fait également chez les banques, hein, si ce n'est que leur modèle de premium n'est pas encore aussi évolué que ce que la crypto est en capacité de mettre en place. Alors, on va voir qu'il y a de nombreux modèles qui existent. Et le plus simple, le plus basique, c'est consommer égale récompense. Alors, comment ça se fonctionne? C'est très très simple. C'est vraiment la méthode qu'on avait presque à l'école quand on faisait une bonne récitation, qu'on se comportait bien, qu'on était calme et gentil, ben, on avait droit à un petit bon point. C'est ce qu'on retrouve aussi d'une manière générale chez les boulangeries ou chez n'importe quel petit commerce de proximité où bah, plus vous êtes un client fidèle, bah, vous allez dépenser à chaque fois, vous avez une carte de fidélité, on vous tamponne, et tous les 10 euros dépensés, vous avez un point, ou tous les 10 sandwichs achetés, le 11e est gratuit. Donc on voit que c'est assez classique, basique et limité. Mais on a ça également chez les établissements bancaires. Alors ils le quittent progressivement parce que ça a certaines limites et c'est pas hyper engageant et ça nous encourage pas vraiment à rester. Si ce n'est qu'en fait, vous vous souvenez peut-être que vous accumuliez des points et puis au bout de X points, vous aviez peut-être un mois de carte bancaire ou 20 de réduction, ponctuellement sur un service, de la banque. Vous aviez aussi des solutions un peu plus élargies où vous aviez un catalogue de produits, alors souvent des produits marketing de la banque, mais ça peut aller sur des coffrets cadeaux, des choses comme ça. Et à force d'accumuler des points, eh bien, vous aviez ou des réductions ou un cadeau. On achète chez Auchan aussi, hein, chez Carrefour, les points amènent des réductions dans un catalogue. Donc, vous voyez, très classique, très basique. Mais ça marche bien, hein, mais c'est pas forcément la solution ultime pour fidéliser. C'est plutôt, ça attire la dépense one shot en fait, hein. Je dois dépenser 100 euros je dois acheter un vélo. Est-ce que je le fais chez Auchan ou est-ce que je le fais chez Carrefour? Et ben en fait, à ce moment-là, je me pose la question de où est-ce que j'ai le plus d'avantages? Et ben là, potentiellement, ça peut me faire des points, donc je vais acheter mon vélo à tel ou tel endroit. Voilà un petit peu la logique de ça, et la banque s'en est servie, bien évidemment. Alors, il y a un autre modèle qui existe, c'est usage égale récompense. Là, c'est assez connu. Je vous prends un exemple qui n'est pas bancaire, mais vous imaginez bien que ça existe aussi dans les établissements bancaires, mais ils n'en parlent pas trop. Ici, par exemple, avec Booking.com, plus vous utilisez l'application, plus vous faites de réservations et plus vous allez augmenter votre niveau Genius, hein. Donc, il y a, je crois, 3 levels Genius chez Booking, et plus vous utilisez, bah voilà, si vous atteignez tel critère, bah hop, vous passez Genius Level 2, Genius Level 3.
Alors c'est intéressant parce que c'est un statut qui est obtenu, une fois pour toutes. Donc une fois que vous êtes, level 3, bah, vous êtes ad vitam aeternam, level 3 avec des réductions sympas, avec des choses comme ça. Donc on peut avoir ça aussi, dans l'écosystème, d'une plateforme ou d'une banque en disant: «Bah, voilà, si tu remplis tel critère, il faut faire ça». Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit visible. Il ne faut pas que ce soit quelque chose où: «Ah oui, au fait, monsieur, je viens de voir que vous aviez ceci, cela, tenez, je vous l'offre». Là, ça reste à discrétion dans ces cas-là. Alors que là, sur Booking, vous allez voir le site internet, c'est écrit en gros: «Atteins le Genius, tu auras fait 15 réservations, fais 20 réservations, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça». Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des avantages qui sont durables et là, pour le coup, ça fidélise vachement parce que imaginez-vous, mettez-vous à la place de monsieur tout le monde, il a le choix entre aller sur Booking avec, 20 de réduction parce que c'est un grand, voyageur et à côté de ça, une autre solution où, bah, il y a pas de réduction ou alors tu vas pouvoir l'avoir dans 15-20 voyages. Bon, bah, le choix est vite fait pour lui, hein, il va rester chez Booking et il va continuer à aller là-bas. Donc on voit cette approche-là, elle est pas forcément pour encourager à rapatrier des capitaux, hein, même si ça pourrait être le cas, mais elle est bien pour dire tu as un avantage durable, euh, ta prochaine consommation, ben, viens chez moi et tu vas l'avoir. Alors il y a des approches plus évoluées et c'est là que ça va nous intéresser. On va regarder ce qu'il en est. Alors au niveau de ces ici, on va plutôt essayer de créer un parcours utilisateur pour que le client, l'utilisateur, va avancer progressivement et viser bah, des services de plus en plus forts, sachant que plus il y aura un avantage fort, plus il va avoir tendance à utiliser cette solution, parce qu'ailleurs, il va devoir refaire tout ce parcours pour potentiellement atteindre le statut ultime, le statut VIP. Donc les services vont s'améliorer au fur et à mesure que l'utilisateur franchit les étapes. C'est amusant, et c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, c'est presque un parcours, c'est presque un jeu. L'objectif est d'atteindre le plus haut level. Et donc, on retrouve un petit peu cette dimension de gamification. Chez Swissborg, on le sait, l'approche est community-centric, donc orientée utilisateur dès le départ, et il y a le côté fun et fair. Donc, le fun, on le retrouve un petit peu ici avec cette idée de progression, de franchir les levels, d'atteindre un niveau supérieur pour profiter de la récompense. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, vous voyez très bien le level 1, le level 2, le level 3. Les premiers niveaux sont faciles et puis après, c'est de plus en plus difficile et ça fait un vrai objectif à atteindre. Et cette récompense, c'est une meilleure utilisation dans l'application, une meilleure expérience. Alors, on va revoir là un petit focus sur les intérêts à la fois pour l'utilisateur et l'entreprise de rentrer dans ce schéma-là un peu plus évolué. Le premier grand avantage, c'est effectivement ce que je vous expliquais un peu, cette approche gamification qui va rendre une vraie satisfaction à l'utilisateur d'atteindre l'objectif qui s'était fixé. Là, on est un peu comme dans la vie, les objectifs sont multiples, et il faut se saisir de ces objectifs, se les créer et les atteindre. Alors, le fait qu'il y ait des étapes, ça guide le schéma de celui qui veut rentrer là-dedans et ça apporte une vraie satisfaction, hein. Je le vois et vous le voyez peut-être, tous ces gens qui partagent sur les réseaux sociaux, ouais, j'ai atteint tel level chez Swissborg, je suis passé community, je suis pionnier, etc. C'est une vraie fierté et un vrai plaisir d'atteindre ça. Le deuxième élément, c'est évidemment d'avoir de meilleurs produits et peut-être même plus de produits que si vous êtes un cran en dessous, hein. Donc là, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça m'ouvre des champs des possibles. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo où on vous dit, bah voilà, à partir du level 10, tu vas avoir un super pouvoir, tu vas pouvoir avoir une arme dans ta deuxième main. Voilà, ce sont des genres de choses qui sont vraiment importantes dans l'expérience. Alors, il y a bien évidemment des produits qui sont accessibles à tous, mais il y aura probablement des produits qui seront accessibles uniquement si vous avez un niveau supérieur. Vous avez ensuite, et là c'est important, des avantages tarifaires. C'est souvent ce qui déclenche des investissements ou le passage dans un premium. C'est un peu la quête, hein. Là c'est intéressant parce que si vous combinez à la fois plus de produits de meilleure qualité et des avantages tarifaires, très vite, quand on est rationnel et qu'on veut faire un choix de passer premium pour pouvoir maximiser ses revenus, maximiser son expérience et maximiser ses retours, c'est forcément un combo très intéressant. Meilleur produit, meilleur prix, ça, c'est tout de suite quelque chose de sympathique. Et on comprend tout de suite que si vous êtes dans un univers dans lequel vous avez déjà progressé et qu'on vous dit, bah, viens ici, mais vous êtes au début zéro, bah, là, c'est un petit peu plus difficile et vous n'allez certainement pas regarder l'alternative de la même façon.
Donc c'est là, on comprend bien cette approche fidélisation. Et la meilleure expérience, eh bien oui, fatalement, avec les besoins, avec les fonctionnalités, on a de plus en plus besoin d'assistance. C'est ce qu'on appelle, le service après-vente, mais ça peut être tout simplement, des écrans un petit peu plus aménagés pour ceux qui ont franchi certaines étapes. Donc là, c'est important de voir que notre expérience peut évoluer au fur et à mesure en fonction du profil que l'on a au sein de la banque, au sein de l'établissement, de l'appli ou et cetera. Et on le voit par exemple chez certaines compagnies bancaires qui ont des services de banque privée, par exemple, où là, eh bien, effectivement, on va changer d'espace Internet complètement. Hein. On ne se connecte plus au réseau banque de détail, on va avoir un accès privilégié dans un environnement un peu plus cossu, un peu plus fonctionnel, un peu plus de rondeur. Hein. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête, que c'est aussi une démarche, une progression que cherche à apporter l'établissement. Au niveau de l'entreprise, c'est assez évident. Là aussi, on va juste le survoler rapidement. Alors, la satisfaction des utilisateurs, c'est essentiel, surtout dans un système aujourd'hui où c'est assez facile de changer d'un établissement à un autre. Autant sur la banque traditionnelle, quitter son agence, quitter son conseiller, la paperasse administrative, les délais, transférer son livret A, tout ça, ça semble un petit peu complexe. Et il y a des grosses zones de friction, c'est pas simple. Et je ne parle pas de changer son prêt immobilier, et cetera. Il y a vraiment des choses qui, autant sur une application mobile, ça se fait très facilement, on transfère les fonds. Donc c'est important et c'est capital pour la plateforme de trouver des moyens pour satisfaire ses utilisateurs, pour ensuite les fidéliser et les maintenir avec nous. La satisfaction, c'est aussi un levier pour attirer des capitaux, attirer une utilisation. Et donc, c'est ça aussi la fidélisation, c'est on rentre par le petit bout et puis après, on ajoute, on ajoute, on ajoute, ou tout simplement les capitaux progressent à l'intérieur de l'appli. Il y a aussi un élément qui est capital et qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que nous sommes dans un monde dont les ressources sont finies. Il n'y a pas, alors, sauf peut-être avec les Fiat, on peut en fabriquer à tire-larigot à la planche à billets, mais en soi, une entreprise a des ressources limitées. Elle ne peut pas faire des cadeaux à l'infini, elle ne peut pas mettre un conseiller derrière chaque utilisateur. Donc, il y a un besoin d'être rationnel là aussi de ce côté-là. Et le système de premium, le système de dire, de permettre à quelqu'un d'avoir accès à un service de meilleure qualité parce qu'il remplit tel et tel critère, va permettre à l'établissement de focuser les ressources sur ceux qui sont les plus rentables pour l'organisation. Alors c'est un petit peu ambigu d'une certaine façon parce que les utilisateurs qui sont certainement le level le plus élevé sont aussi ceux qui ont le plus de réduction, mais il se trouve que ce sont ceux qui sont quand même les plus rentables pour l'établissement. Donc c'est la règle des 80-20, souvent 20% des utilisateurs génèrent 80% des résultats. Donc, on comprend très bien que l'idée de faire des cadeaux à ceux qui sont le poumon hein, de l'établissement, c'est essentiel. Et vous avez ensuite une offre plus large. C'est vrai que d'avoir plusieurs tiers, d'avoir plusieurs niveaux, permet à chacun de s'y retrouver en fonction de la taille de son patrimoine et de son bag dans la plateforme. Donc, au lieu d'avoir une seule offre générique bah, qui ne satisferait que très peu de monde, finalement, en multipliant les levels, vous avez quelque chose d'adapté pour les petits portefeuilles, les moyens, les un peu plus gros, etc., jusqu'aux très gros. Et voilà, et quand on met tout ça en perspective, on comprend bien que c'est un vrai intérêt parce que et l'utilisateur va avoir envie de profiter des avantages qu'il obtient et la compagnie va avoir les outils pour maintenir l'utilisateur dans l'application, l'encourager à faire de plus en plus de choses et attirer aussi des gens qui sont intéressés par cette promesse d'évolution dans l'application. Alors, abonnement égale remise. Ça, c'est une autre approche qu'on retrouve plus souvent chez les banques en ligne. Alors là, j'ai pris l'exemple de Revolut. Vous avez là aussi des tiers, mais cette fois-ci, plus vous allez accepter de payer une cotisation mensuelle élevée et plus vous allez avoir des avantages. Donc là, on le voit, il y a un compte standard, aucun frais, les fonctionnalités basiques de chez Basique. Et ensuite, eh bien, si tu veux plus de petits services, eh bien, tu vas devoir prendre un abonnement. Cet abonnement voilà, est payé mensuellement et puis tu peux progresser. Alors pourquoi les gens prendront ces différents premiums payants? C'est payant parce qu'on ne récupérera jamais la cotisation qu'on a mis
en face, hein. Donc, tout mois passé, c'est un mois payé, il n'y a aucun moyen de récupérer. Mais tout simplement parce que logiquement, si vous faites votre petit calcul, vous pouvez vous dire: «Non mais voilà, moi pour, par exemple, l'offre premium à 8 € par mois, eh bien en fait l'avantage que je vais tirer de l'utilisation de la carte, de l'utilisation du compte dépasse le coût de 8 € par mois». Donc les avantages étant supérieurs au coût, on a des gens qui, acceptent de rentrer dans cette démarche. Alors on va voir maintenant, là on se rapproche plus de l'écosystème crypto. Toutes les solutions qu'on va parler à partir de maintenant sont des premiums gratuits, hein. C'est-à-dire que ce que vous allez accepter de faire implique un engagement, mais ne coûte rien, puisque à la fin vous allez récupérer ce que vous avez déposé. Alors l'exemple premier, c'est Binance. Binance, c'est un modèle qui est pour sa carte bancaire. Alors Binance, c'est un petit peu spécial parce qu'en fait, vous avez plein de petits programmes différents et tous les critères c'est pas: «Ah bah tiens, je suis tel level, je vais avoir ça partout». Il faut regarder à chaque programme, dans le earn, dans les ceci, dans le cela, quels sont les avantages, et quelle est la quantité de jetons qu'il est nécessaire de détenir pour pouvoir, voilà. En tout cas, l'idée c'est quoi? C'est que on va regarder là par exemple pour les cartes bancaires de chez Binance, mais ici vous avez, plus vous détiendrez de jetons BNB et que vous les avez conservés pendant une période de 29 jours, hein, eh bien vous aurez un avantage. Donc ça veut dire que par exemple, si je détiens pendant un mois entier 11 BNB, eh ben, je vais avoir un niveau de carte qui est le niveau 3. Et ce niveau 3 m'accordera 3% de cashback, par exemple. Alors, 10 BNB, en ce moment, c'est 2200 euros, hein, puisqu'un BNB, c'est à peu près 220 dollars, 220 euros. Donc après, ça fluctue, hein, c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Mais voyez l'idée. Et chez eux, il y a 7 levels différents qui vous emmène jusqu'à 8% de cashback. Alors après, par contre, c'est des niveaux très, très, très élevés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sortir à tout moment et ce qui compte, c'est la moyenne des 29 derniers jours. Donc après, à voir comment ça se calcule, mais vous comprenez l'idée. Donc ça veut dire aussi qu'à tout moment, vous pouvez sortir et bah, le mois d'après, vous allez tomber au rendement bah, voilà, du cashback du rang inférieur, voire du 2 rangs inférieur si vous décidez de tout bazarder, hein. Donc ça, pour Binance, c'est une fidélité, mais une fidélité qui est assez courte, hein, parce que bah, voilà, à tout moment, quelqu'un peut sortir et, 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 et- et abandonner les avantages. Et ce sont des avantages qui sont acquis pour le mois suivant, hein, toujours. Donc il y a une nécessité de rester engagé pour pouvoir avoir les avantages dans la durée. Autre exemple avec Nexo. Nexo, eux, leur fonctionnement, c'est un solde proportionnel, un solde relatif. En fait, ce que cherche à faire Nexo, c'est faire en sorte que vous ayez toujours chez eux une allocation dans laquelle il y a du Nexo dedans. Et cette proportion, plus elle sera élevée, jusqu'à au-delà de 10%, plus vous allez avoir un level, et ce level va vous donner des avantages. Donc on voit par exemple le Platinium, il faut détenir 10% de tous ces actifs à l'intérieur de l'application en Nexo. Et si tel est le cas, ben, vous aurez les avantages maximum. Alors c'est intéressant parce que en toute période, il faudrait maintenir ce level-là, ce niveau-là. Ce qui est compliqué à suivre par contre pour l'utilisateur, c'est que, bah, la crypto, ça change, partout et tout le temps. Donc si vous avez un gros bag de stablecoin par exemple, parce que vous dites: «Oh, c'est le bear market» par exemple, vous dites: «Oh là là, je veux du stablecoin». Bah, ce qui se passe, c'est que, OK, votre bag en stablecoin, lui, ne bouge pas, mais votre Nexo, il se casse la figure. Comme toutes les jetons de plateforme, bah voilà, le bear market les a impactés aussi. Donc, la poche de Nexo s'est complètement réduite et vous étiez Platinium, vous attendiez un bon rendement, bah vous vous retrouvez en niveau argent ou en niveau base, hein. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que bah, la trajectoire, la projection que vous aviez faite bah, est mise à mal par le ratio qui n'est plus tenu. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, il faudra racheter du Nexo pendant la phase de baisse pour maintenir ce niveau-là. Là, j'ai pris un exemple avec des stablecoins en phase de bear market qui est assez visible, mais le schéma inverse existe aussi. Si vous n'avez pas de stablecoin et que vous êtes en bull run, et que vous avez du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, que sais-je, plein de cryptos extrêmement volatiles aussi, vous avez votre Nexo, et si tout le marché explose et que le Nexo ne suit pas la cadence, bah, vous aurez à nouveau ce problème, hein. Vous aurez à nouveau le problème parce qu'il faut toujours maintenir ce ratio, hein, entre
le capital global et les Nexo. Et puis si Nexo va moins vite, eh bien, il faudra racheter du jeton. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette idée qu'il faut régulièrement, quand on est sur une plateforme comme ça, suivre les proportions. Il n'y a pas un moyen d'automatiser un petit peu la proportion, il faut le faire manuellement, ce qui n'est pas un exercice assez facile. Vous avez ensuite nos amis de chez crypto.com. Pour moi, tout le monde est des amis, hein. La crypto est en train de se construire. On profite des informations des uns et des autres et on va là où c'est le plus intéressant. Crypto.com a un modèle qui ressemble pas mal à ce que fait Swissborg avec des premiums tiers, donc des différents levels là aussi, où il faut bloquer des jetons CRO. Hein, le jeton natif de chez crypto.com, c'est du CRO. Et en fait, ce qu'on va regarder, c'est au moment où vous bloquez vos jetons, quelle est la valeur que cela représente. Est-ce que c'est supérieur à 400 $, 4000 $, etc., etc. Et plus vous aurez bloqué de valeur, et plus vous aurez une carte intéressante avec des levels intéressants. Donc le premier level intéressant, c'est la Ruby qui nécessite de bloquer 400 $ de CRO. Donc ça vous donne droit aux avantages de cette carte et de ce que cela implique. Alors ce qu'il faut retenir là, à ce niveau-là, c'est que c'est un modèle où on bloque une valeur en dollars et vous le savez, la crypto est volatile. Et donc en fait, ça peut poser un souci parce que quand vous avez bloqué, par exemple, on va dire, pour faire simple, que le CRO vaut 1 $, j'ai aucune idée de la valeur du CRO en ce moment, mais ça veut dire bloquer 400 jetons. Si le prix il augmente fortement, eh bien, vous allez avoir intérêt à quitter votre premium, quitter la carte pour la reprendre 6 mois plus tard, parce que c'est bloqué 6 mois, 6 mois plus tard pour la rebloquer avec 10 fois moins de jetons. Donc en fait, il y a un petit phénomène là qui peut poser souci en termes de tokenomics parce que ça peut libérer beaucoup de jetons. Voilà. Donc on regardera, on fera une petite analyse critique un peu des différents modèles. Chez Swissborg, là, on va bloquer aussi une quantité, mais cette fois-ci, elle n'est pas en valeur, elle est en jetons. Hein. Donc, c'est assez simple. Vous bloquez, par exemple, 500 jetons et vous allez être Explorer. Hein. Donc là, c'est intéressant aussi parce que en bear market, quand le prix du jeton s'est complètement effondré, il va vous falloir seulement 500 jetons. Hein, et pas 500 $ ou 400 $ comme chez crypto.com pour avoir le premier level. Ça veut dire que là, il y a des super bonnes affaires qui peuvent être faites. Parce que aujourd'hui, on est à 20 centimes le jeton à peu près de dollars, donc 20 centimes, ça fait pour 100 €, vous avez le premier level de premium. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ça veut dire aussi que, passé le délai d'engagement, bah, vous pourrez sortir et peut-être prendre un premium inférieur par la suite. Si quelqu'un, par exemple, s'est lancé dans un level, il peut. Voilà. Alors, il faut savoir que chez Swissborg, la quantité nécessaire pourrait être revue. Hein. C'est pas systématique, c'est pas pour toujours. Donc aujourd'hui, le Génération, par exemple, est à 20 000 jetons, mais peut-être que quand le prix du jeton aura fait x10, x15, hein, par rapport à l'ATH, on est déjà divisé par 10 et plus. Donc il y a un potentiel de retour à ces points-là lors d'un prochain bull run. Et ben peut-être que le Génération verra son tarif diminuer, passer à 10 000, et tous ceux qui avaient bloqué 20 000 feront la même mécanique que chez crypto.com, libéreront les 20 000, rebloqueront 10 000, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant comme modèle. Vous voyez que vous avez 4 modèles différents qui existent aujourd'hui sur les principales plateformes. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup d'innovation et qu'il y a moyen de trouver ce qui correspond le mieux à chacun. Alors, on va reprendre ces tableaux. On a vu qu'on avait nos différents endroits où la banque était présente. Et on va retrouver donc notre Revolut, par exemple, qui est dans un système de cotisation mensuelle, où bah, voilà, plus je vais accepter de payer une cotisation élevée et plus je vais avoir d'avantages dessus. Et j'espère, en tant qu'utilisateur, que j'aurai des avantages supérieurs au coût que je paye tous les mois. Et ensuite, vous avez des choix de l'utilisateur de remplir certains critères. Dans la crypto, ça passe très souvent par la détention de jetons natifs de la plateforme dans des conditions particulières. Soit une moyenne de détention, soit un pourcentage des actifs dans la plateforme, soit des blocages de jetons en valeur ou en quantité pendant une période déterminée, plus ou moins longue. Alors, petit tableau de synthèse. Binance, c'est une moyenne sur 30 jours. Nexo, c'est le pourcentage de ratio. Crypto.com, c'est la valeur
en dollars à l'instant du blocage pendant 6 mois et chez Swissborg, c'est une quantité déterminée pendant 1 an. De ce point de vue-là, vous voyez que Binance et Nexo sont plus liquides que chez Crypto.com et Swissborg, ce qui apporte des avantages à l'utilisateur et ce qui retire aussi à la plateforme une certaine sérénité quant à la prévisibilité de ce qui peut se passer. C'est aussi un moyen pour une plateforme de fidéliser à coup sûr. Quand vous bloquez pendant 6 mois, pendant 1 an, vous allez avoir un grand intérêt à optimiser votre utilisation pendant toute cette période-là. Ça évite aussi voilà, les girouettes qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. C'est un choix important, un choix qui doit être réfléchi. C'est pour ça que pour Swissborg, je vous inviterai à regarder la vidéo qu'on a faite sur les premiums et comment choisir le bon premium en fonction de votre bague. Alors, là, on va rentrer dans la dimension bear market, bull run. Quel intérêt de passer à l'un ou à l'autre des différents modèles. Alors, chez Binance, il y a une vraie incitation à acheter des jetons Binance pendant le bear market. Pourquoi? Parce que comme c'est une quantité de jetons qui doit être achetée, quand Binance valait 1500, 2000 dollars le jeton et qu'on tombe à 200, et qu'il faut 10 jetons pour avoir tel niveau, eh ben, fatalement, c'est beaucoup moins cher. Donc, quelqu'un qui a de l'argent frais, quelqu'un qui est tout nouveau dans l'écosystème, se dit, bah, moi, mettre 2000 euros pour avoir le level 3, ça peut faire sens. Hein. Donc, il y a une vraie incitation parce qu'il sait que quand le prix va remonter, ça sera plus difficile d'atteindre ce level-là. Chez Nexo, c'est très ambigu. C'est très ambigu parce qu'effectivement, les ratios sont compliqués. C'est très difficile de prédire comment va se comporter Nexo vis-à-vis de Bitcoin, Nexo vis-à-vis de ETH, Nexo vis-à-vis de toutes les cryptos que vous pouvez avoir chez eux. Si Nexo se comporte moins bien, si vous voulez conserver le même level, il va falloir passer à la caisse et racheter. Alors c'est une incitation, mais ça peut aussi être déceptif. Et vous pouvez vous dire: «Oh là là, mais là, moi, allez, tant pis, je laisse, le moment que ça reparte», ou au contraire, «Ce modèle-là ne me convient pas». Donc il y a un élément ici qui est quand même pas simple. Soit, on renforce et on est forcé de le faire, soit on perd l'avantage, et on descend et on downgrade le marché. Souvent, les jetons de plateforme perdent plus que Bitcoin, perdent plus que le reste. Et notamment en stablecoin. Tous ceux qui ont été en stablecoin chez Nexo et qui avaient du jeton natif, là, aujourd'hui, ils n'ont plus les 10%. S'ils étaient pile poil à 10, forcément, aujourd'hui, ils n'y sont plus. Chez Crypto.com, il n'y a pas réellement d'incitation en bear market à racheter du jeton. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous fixez la valeur en dollars, quand le marché est très très cher, le prix du CRO est très élevé, c'est toujours 400 dollars à bloquer. Quand le marché est très bas, c'est toujours 400 dollars. Alors certes, vous allez pouvoir acheter plus de jetons avec ces 400 dollars. Et donc, quand le marché va repartir, vous aurez fait probablement une bonne affaire. Mais ça, ce niveau-là, ce projet-là de se dire, c'est une bonne affaire d'acheter le jeton avec un discount en ce moment de 70-80%, vous l'avez sur toutes les plateformes, que ce soit Binance, Nexo, Crypto.com, Swissborg. Cette réflexion-là de dire, c'est pas cher, vous l'avez partout. Sur l'effort de passer premium, ça n'apporte pas d'incitation. Voilà. Chez Swissborg, il y a une très forte incitation parce que là aussi, c'est une quantité de jetons à acheter. C'est un peu comme chez Binance. Et donc, quand on vous dit, tiens, ça coûte 20 000 jetons de passer génération, 20 000 jetons, c'est 4 000 dollars. Quand on reviendra à 1 dollar le prix du jeton, c'est 20 000. Et à ce moment-là, ça sera toujours 20 000. Ça ne va pas être comme chez Crypto.com, quelque chose qui s'adapte. Donc, il y a c'est VIP, Génération, Genesis, c'est des programmes qui sont pas faits pour tout le monde. C'est un projet, c'est un objectif, vous pouvez vous fixer d'y aller, mais c'est pas conçu dans le schéma pour être accessible à tous. C'est pas conçu pour être pris par tous, plus exactement. Donc il y a ce schéma où celui qui a la confiance dans la plateforme et se dit moi je veux atteindre telle chose, là c'est une très forte incitation à le faire parce que demain ça sera autrement. En période de bull run, ça peut être intéressant parce que vous pouvez dire voilà, ok, les bear markets ça dure, mais ça n'est pas éternel. À un moment donné, comme tout, le vent change de sens, et donc ça peut devenir intéressant de se projeter à ce moment-là. Chez Binance, vous allez avoir, par exemple, acheté, vous vouliez le niveau à 10 BNB, donc
Mais vous allez dire, tiens, et ça c'est ce que je recommande à tous ceux qui sont dans la logique de se dire, moi je veux rester longtemps sur une plateforme et je veux profiter au maximum des opportunités que ça peut apporter. Au lieu d'acheter 10 BNB, généralement les gens peuvent acheter 15 BNB ou 20 BNB. Alors, il faut avoir les moyens bien sûr, mais ça permet quoi? Ça permet que le moment venu, quand la hausse aura été faite, de pouvoir vendre une partie de ces BNB, par exemple le surplus. S'il en a acheté 20, il peut en vendre 10 et garder 10. Et donc, avec ces 10 BNB, il va pouvoir les diversifier et faire autre chose avec, investir dans d'autres projets. Et ça va avoir pour conséquence pour lui de garder le premium qu'il voulait. S'il n'a pas fait cette anticipation et d'acheter plus que nécessaire, il va réduire son exposition et passer au premium inférieur. Donc là, c'était que 1 BNB, je crois. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question de la quantité. En tout cas, ça permet la diversification. Ça va réduire fatalement la hausse du jeton parce que certains vont profiter de la hausse pour vendre. Et voilà, donc faut l'avoir en tête. Chez Nexo, il faut là aussi surveiller la valeur du bag. C'est toujours le problème, ou c'est plutôt, oui, c'est le problème pour moi. Pour moi, je considère que c'est un problème parce que si vous avez une répartition, il faut s'assurer que le jeton Nexo profitera mieux que ce que le reste que vous avez dans votre bag. Donc, ça peut impliquer de monitorer tout ça. Et évidemment, si par exemple, au point le plus bas, vous avez 10% de Nexo et tout le reste est réparti dans plein de choses, cette hausse du prix va vous faire monter peut-être à 15-20%, là, vous allez là aussi diversifier. En fait, d'une manière générale, vous verrez que si vous rentrez avec un level particulier dans une plateforme, la hausse du jeton va régulièrement vous inciter à vous poser la question de la diversification. Ce qui a pour corollaire de vous donner des liquidités pour faire autre chose, ce qui a pour conséquence aussi de réduire l'impact de la hausse possible du jeton natif, puisque plein de gens vont être dans le même cas que vous et donc vont diversifier. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la plateforme en tant que telle. Il faut juste avoir en tête que c'est un comportement individuel qui est répliqué par beaucoup de monde. Chez crypto.com, là, c'est encore plus vicieux. J'explique. Vous avez, admettons, pris le premier level Ruby à 400 $. Admettons, je vous ai dit encore, je ne connais pas le prix du CRO, mais ça implique de bloquer 400 jetons. Votre jeton, il fait x10. OK. Vous avez fini votre période de blocage, eh bien, vous n'avez plus besoin de bloquer 400 jetons, vous n'avez plus besoin de bloquer que 40. Donc, fatalement, vous allez procéder à un arbitrage. Vous allez sortir du premium, le reprendre, et ça ne vous coûtera plus que 40 jetons. Donc, ça va vous libérer 360 jetons et que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Et dès qu'il y aura une hausse du marché, vous allez tous les 6 mois pouvoir faire la même mécanique. Alors, modulo que crypto.com ne change pas les règles, parce qu'évidemment, ça c'est toujours une possibilité et ils l'ont déjà fait par le passé, donc à surveiller les conditions si elles ne changent pas. Et c'est intéressant de noter que c'est un comportement qui, pour le coup, là, va avoir un gros impact sur la limitation de la hausse, parce que là, on peut très facilement caper un petit peu le profit de la hausse tout en maintenant les mêmes niveaux d'avantage. Et ça, pour moi, en tant que tokenomics, analyse de tokenomics, je trouve que c'est un peu moins bien. Au niveau de Swissborg, là, le sujet, si quelqu'un a pile pris la quantité de jetons, s'il souhaite profiter de la hausse, il va devoir sortir du premium et basculer à un premium inférieur. Donc là, ça sera une mécanique qui aura pour conséquence pour lui de permettre une diversification. Mais je pense surtout que les gens, sachant ça, vont plutôt envisager d'acheter plus de jetons nécessaires que la quantité réelle de jetons qu'ils ont. Ne serait-ce parce que chez Swissborg, il y a un gros intérêt à détenir plus de jetons que ce que vous bloquez pour le premium, parce que derrière, vous savez, vous avez un yield 2.0 avec des rendements qui sont très, très, très élevés. Pour ceux qui bloquent sur les 2000 premiers jetons, les 10 000 premiers jetons, etc., il y a des choses très, très intéressantes de ce point de vue-là. Donc, je pense que là, chez Swissborg, il va y avoir une grande rétention de la quantité de jetons bloqués, et les gens vont plutôt chercher à aller au premium au-dessus ou à maintenir le premium qu'à downgrader en cas de hausse du marché. Surtout que chez Swissborg, et vous le verrez avec la vidéo qu'on a faite, ce qui compte plus que la quantité de CHSB, c'est la façon que vous avez de suivre votre application, votre répartition, votre patrimoine. Et plus vous avez un patrimoine qui est diversifié, où le CHSB est moins présent que les autres,
plus le premium a d'intérêt. Alors, je vous disais, on a fait une vidéo sur le comparatif des premiums, lequel choisir, faites le calcul. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo. Et donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein de l'application Swissbank, à prendre part dans ce grand chemin, ce grand voyage au sein des différents premiums. Regardez notre vidéo pour savoir quel premium choisir en fonction de votre bague, de votre future bague, des projections que vous avez sur la crypto en général. Je pense, comme je vous l'ai dit, que on va dire que sur les 4 grandes plateformes, il y en a 2 qui, pour moi, ont un modèle économique, un modèle tokenomics qui est très intéressant, c'est Binance et Swissborg, parce qu'il y a une très grosse incitation à passer premium maintenant. Tant que vous décidez pas de changer, votre premium est assuré. Et ensuite, très intéressant, aujourd'hui, c'est vraiment pas cher, quoi, hein. La baisse des marchés a été telle que vous pouvez rentrer et prendre un premium pour un prix qui est 8 à 10 fois moins cher qu'il y a quelques mois, hein. Donc, c'est valable à la fois chez Binance et chez Swissborg. À creuser tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à ciao, bye bye. Salut les amis.